Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 108 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel nous allons parler de gestion de conflits à la maternelle, mais pas que. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle, spécialisée des métiers de l'enseignement, de la formation et de l'éducation. Dans ce podcast, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, outils, idées et plein d'autres choses, dans le but de réfléchir et faire réfléchir aux pratiques et aux métiers d'enseignant dans toutes ses dimensions. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Émilie Enrault, qui est enseignante en maternelle. Émilie a un compte Instagram et une chaîne YouTube intitulée Kiffer l'école, sur lesquelles elle partage du contenu de qualité empreint de bienveillance, de communication non violente, de pédagogie, etc. Et nous allons aujourd'hui parler de gestion de conflits et de communication non violente. Et je vous invite d'ailleurs à d'abord aller écouter l'épisode 98 pour découvrir ce qu'est la CNV, communication non violente. C'est un outil intéressant dans la gestion de conflits et même si aujourd'hui nous parlons surtout des élèves de maternelle, vous allez voir que la gestion de conflits repose sur les mêmes principes quel que soit le public, qu'il s'agisse d'enfants, d'ados ou d'adultes. Je vous laisse avec notre entrevue et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Je suis trop contente de faire cet épisode avec toi. Et donc, on va parler de gestion de conflits en maternelle, parce que du coup, c'est un peu ta spécialité, la maternelle. Et tout à fait. Et la gestion de conflits, c'est mon grand dada. Ouais. Je trouve qu'on a un rôle vraiment très important à jouer là-dedans. Absolument. Ouais, puis en plus, toi, tu es formée à la CNV, tu as lu plein de choses sur le sujet, que tu as mis en place dans ta classe, et puis même avec tes enfants. La CNV, la communication non violente, j'ai découvert ça quand mes enfants étaient tout petits. C'est ma sœur aînée qui a 8 ans de plus, qui elle-même avait des enfants. Je la voyais faire avec ses enfants et je trouvais ça absolument génial, sa façon de leur parler, de les écouter. Et du coup, elle m'a conseillé des livres de Marshall Rosenberg, j'ai commencé comme ça. Et je m'en suis beaucoup servi pour parler à mes enfants et pour les écouter. Et en classe, c'est vrai que ça me sert tous les jours. Ouais. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on va pouvoir voir concrètement comment toi, tu l'utilises dans ta classe à l'école pour pouvoir gérer les conflits entre élèves. Parce que j'ai l'impression que la gestion de conflits, c'est ce qui peut questionner. On n'a pas forcément de formation là-dessus. On apprend sur le tas, parfois par mimétisme, parfois en fonction des habitudes de l'école ou en fonction de ce qu'on est soi. Tout à fait. Et quand on ne s'est pas posé la question, quand on ne s'est pas vraiment posé sur comment je peux faire pour aider des enfants en conflit, généralement on tombe dans de vieux travers que d'autres adultes ont appliqués avec nous. Et il y a quelque chose moi, dont j'ai dû me défaire, c'était l'idée qu'il fallait trouver une solution pour les enfants et désigner des coupables. Et évidemment, punir ceux qu'on considérait coupables, ça je ne le fais pas du tout, parce que c'est complètement contre-productif. Et un enfant qu'on envoie s'asseoir sur un banc pour qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait, il ne se sent pas entendu et il y a de grandes chances pour qu'il recommence justement la raison pour laquelle il a été puni, qu'il recommence ou qu'il se sente incompris, qu'il soit frustré, que ça le mette hyper en colère. Et si par exemple il vient de taper quelqu'un ou il vient de se bagarrer avec quelqu'un, c'est pas en allant réfléchir sur un banc qu'il va trouver en lui les ressources de s'apaiser et puis d'être en paix avec l'autre enfant. Ouais. Après c'est vrai qu'en plus en CNV il y a une sorte de postulat, j'ai envie de dire, de départ, qui est que il n'y a pas de méchants ou de gentils, mais il y a surtout des besoins mal exprimés, en fait. Et que du coup, c'est les élèves, quand ils font quelque chose, rares sont les cas où c'est juste gratuit par méchanceté. C'est toujours parce que derrière, il y a un besoin insatisfait que les élèves ne savent pas forcément exprimer. Déjà, pour nous, adultes, c'est compliqué de pouvoir aller mettre des mots sur tous nos besoins. Absolument. Et d'ailleurs, du coup, c'est la première chose que je fais. Si j'ai des enfants qui viennent à la récréation me voir en me disant « il m'a tapé » et l'autre va répondre « oui, mais c'est lui qui a commencé », ils sont dans « il m'a tapé, il a recommencé », bon, bref. La première chose que je vais faire, c'est les écouter et leur dire « je vais vous écouter ». Et ça, c'est très important aussi, je pense qu'on y reviendra sur la qualité de l'écoute. Parce que quand les enfants viennent nous voir, ils n'ont pas envie qu'on soit la police et qu'on dise « c'est toi qui as tort, c'est toi qui as raison ». Alors qu'on pourrait le croire, parce qu'ils veulent vraiment quand ils disent « c'est lui qui a commencé », ça veut dire « non, mais punis-le lui, ne me punis pas moi, je retrouve, ne te trompe pas de coupable ». Et donc la première chose que je fais, c'est écoutez, je vois que ça va pas, je vois que toi tu pleures par exemple, donc je mets des mots sur ce que je vois, et je leur dis, je vais vous écouter chacun votre tour. Et là, généralement, il y en a un qui m'interrompt en disant « oui, mais c'est lui qui a commencé ». Je fais « attends, t'inquiète pas, je vais t'écouter aussi, on va commencer par un tel, et ensuite ça sera ton tour ». Donc déjà, ça apaise un petit peu tout le monde de savoir que je vais prendre en main les choses.
et qui vont avoir chacun l'occasion de s'expliquer, déjà ça apaise un petit peu le climat. Ça, évidemment, ça marche quand les enfants ne sont pas en sang et en train de s'étriper. Si jamais il y a un enfant qui est vraiment très très en crise, c'est autre chose. Donc là, je parle plus des petits conflits, elle m'a dit t'es pas ma copine, un tel veut plus jouer avec moi, un enfant qui pleure parce qu'il a été poussé. Voilà. Si on est dans ce cadre-là, là, je vais leur dire ok, je vais vous écouter chacun votre tour. Ouais. En fait, là, dans ce que tu as dit, il y a eu plein de choses qui m'ont donné envie de réagir. La première chose, c'est de ne pas chercher à vouloir trouver absolument une solution. Et c'est qu'à cette condition-là, en fait, qu'on va pouvoir être vraiment, du coup, dans l'écoute. Ça, c'est le deuxième point que tu as évoqué, d'être complètement dans l'écoute. Et puis, de pouvoir mettre des mots, du coup, d'être en posture t'es en posture de traductrice, en fait. Et je trouve que pour les enseignants, qui peut-être se mettent une pression, on finit par se mettre une pression, parce que là on parle de maternelle, mais on pourrait parler d'élèves plus grands, on finit par se mettre une pression de se dire faut que je trouve une solution, faut que je trouve une solution, que je remplisse mon rôle, éventuellement que je trouve la sanction appropriée. Et je pense que quand on a ça en tête dès le début et qu'on cherche quelle sanction on va donner, à qui on va la donner, on n'est pas du tout dans l'écoute de ce qui s'est. Et moi j'ai déjà vu des collègues dire à des enfants bon, c'est rien, en fait vous vous aimez bien, serrez-vous la main, on n'en parle plus. Et de me dire, mais là, les enfants, ils n'ont pas envie de se serrer la main. Donc, ils sont en train de te dire qu'ils se détestent et qu'ils ont envie de se taper. Et nous, adultes, on leur dit, allez, si vous vous serrez la main, c'est bon, c'est fini, on le met sous le tapis, on n'en parle plus et tout ira bien. Donc, c'est exactement ce que tu disais. Une fois que je leur ai dit, je vais vous écouter chacun votre tour, ensuite, je vais donc les écouter et reformuler les faits. C'est-à-dire que, oui, mais le ballon, maintenant, on ne peut plus jouer parce que... là. Et donc, je vais reformuler, je fais, le ballon est passé de l'autre côté du mur, c'est ça que tu es en train de me dire ? Oui. Voilà. Généralement, quand l'enfant dit oui, c'est qu'on a réussi à mettre les mots sur déjà ce qu'il avait envie de nous faire passer comme message. Parce que parfois, c'est assez brouillon, il m'a poussé, il m'a tapé, c'était mon blouson, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, en particulier en maternelle, quand en plus, ils n'ont pas le langage qui est très bien développé. Donc déjà, je commence par les faits. Il s'est passé ça, c'est ça que tu es en train de me dire ? Oui. Et généralement, l'autre intervient en disant oui, mais je fais attends, c'est pas ton tour, laisse-le finir, et après, je t'écoute. Donc, une fois que j'ai reformulé les faits, après, je vais lui demander comment il se sent. Et ça te rend triste, et ça t'a fait mal, Et donc là, de la même façon, l'enfant va me dire oui quand je tombe sur la bonne émotion. Et donc je vais faire d'accord. Maintenant, je vais écouter l'autre enfant. Donc l'autre enfant va me raconter ses faits à lui. Et je vais chercher avec lui quelles sont ses émotions à lui. Et ensuite, je vais servir de médiateur, de traducteur, comme tu disais, pour m'assurer que A a bien compris ce que B avait ressenti et que B a bien compris ce que A avait ressenti. Et là, je suis vraiment je suis dans l'écoute. Je fais OK, il s'est passé ça, vous avez ressenti ça. Après, on va parler des besoins. T'aimerais ceci, de quoi tu aurais besoin ? Il y a cette idée dans ce que tu dis là de vraiment être traductrice, être là pour pouvoir faire, quand tu as utilisé le mot de médiateur, mais c'est tout à fait ça, de faire le lien entre ce que veut dire et ce que ressent et les besoins d'un des élèves et les besoins, les émotions et les propos de l'autre pour pouvoir interpréter et donner accès aussi de l'un à l'autre à ce que ressent l'autre, pouvoir mettre des mots sur la situation, clarifier. Oui, et puis se mettre à la place de l'autre, c'est hyper important aussi. Parce qu'on en veut beaucoup moins à une personne quand on sait qu'elle a eu peur ou qu'elle était très tendue ou stressée. Le fait de le savoir, on peut se mettre à sa place. Et je voulais dire aussi autre chose, c'est qu'en faisant ça, en étant juste dans l'écoute, on évite de faire des choses qu'on a tellement entendues, que moi j'ai tellement entendu enfant, c'est d'être dans le conseil du coup. Ah vous devriez faire ça, c'est pas grave, va chercher ceci. En fait ça aide pas ça. On n'est pas là non plus pour moraliser, écoute, fallait que tu fasses attention, ou tu te rends compte de ce que tu as fait, ou chercher à consoler aussi, ça marche pas, oh mon pauvre petit chéri. C'est pas ça qu'on a envie d'entendre. En fait. Quand on vient avec un problème vers quelqu'un, on a juste envie qu'il nous écoute et qu'il comprenne ce qu'on a ressenti. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire qui sont pas efficaces, mais qu'on fait parfois malgré soi parce qu'on n'a pas appris à faire autrement. C'est de clore la discussion. Allons, on sait rien. Allez, retourne jouer. Ou alors interroger. Ah bon, mais alors attends, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez fait ça ? Voilà, ça non plus, c'est pas de l'écoute en fait quand tu commences à interroger les gens. Et
autre chose qu'on a tendance à faire adulte, c'est d'expliquer. Oui, mais tu vois, si tu n'avais pas tiré dans le ballon si loin, et ben voilà, moi je vous demande de rester à tel endroit, il y avait bien une raison. Donc ça c'est horrible parce que là pour le coup on se sent vraiment pas entendu. Les enfants ils sont là genre, ah mon Dieu, la maîtresse est repartie dans une litanie de reproches. Mais je crois qu'en plus, pour comprendre ça, il suffirait de transposer en fait ce que vivent les enfants dans le monde des adultes, à notre échelle. On ne supporterait pas ce genre de situation. Donc a fortiori, un enfant qui n'a pas encore construit toutes ses compétences émotionnelles, etc., pourquoi il réussirait mieux que nous? Tout à fait. Et le pire, c'est quel exemple on lui donne. C'est-à-dire que tu viens avec tes problèmes voir quelqu'un, et ben tu vas te retrouver avec... il va minimiser tes problèmes, te conseiller. Et ça, c'est horrible parce que ça veut dire que l'enfant, ça va être son modèle et que plus tard, si quelqu'un vient le voir, il aura tendance à faire la même chose. Et j'adore ton exemple. Exemple, tu viens me voir pour me dire que tu t'es fait plaquer. Si je te réponds un truc du genre « Ah, c'est rien, t'inquiète pas, tu vas en trouver un autre » ou ah mais tu vois, si tu avais fait ça... Mais qu'as-tu fait Enfin, remets-toi en voilà. Plutôt que « Ah, tu t'es fait plaquer ». Voilà. Et en fait, rien que ça c'est un truc aussi que je voulais te dire. Quand les enfants viennent nous interrompre 1 milliard de fois dans la journée pour nous dire « Mon grand-père, il a ci, ma sœur, elle a pris mon bonnet », voilà. Ça, c'est notre quotidien à l'école. Et parfois, on n'a pas forcément non plus les ressources nécessaires, soit parce que ça revient tout le temps, on ne sait pas quoi faire. Ça, quand ça arrive, ce que je fais, c'est que je reformule mot pour mot ce que l'enfant m'a dit. Et ça marche à tous les coups. Ah, ta sœur t'a volé ton bonnet. Ah, tu t'es fait plaquer ce matin. Et voilà. Et rien que ça, c'est genre, ok, j'ai écouté, j'ai entendu, je répète ce que tu dis, mes oreilles sont à toi. Et ça suffit. Ça suffit. Et en fait, je trouve que là, peut-être s'il y a un truc à retenir et qui est important, en fait, et qui va changer toute la posture, c'est se dédouaner de cette... Enfin, se libérer même, plutôt de ce besoin de... trouver des solutions. La responsabilité qu'on se met d'aider l'autre. Alors qu'en fait... Et donc, on a besoin de... Mais c'est vrai, on se voit faire avec nos potes, on se voit faire avec les élèves. On a l'impression qu'il faut qu'on trouve une solution, qu'il faut qu'on ait quelque chose à dire. Et en fait, ou alors que ce qui nous vient là tout de suite, ça serait une bonne... et que ça va l'aider. Ah oui, moi j'aurais fait ça dans ta situation. Non, en fait. Ouais, t'es pas prêt. Enfin, je veux dire... T'es pas prêt à l'entendre, puis t'as pas envie de l'entendre. T'as juste envie... à la limite, voilà, ce qui fait vraiment du bien, c'est, écoute, j'ai mon épaule. Si tu veux mettre ta tête et pleurer, je suis là, quoi. Je suis là pour accueillir ce que tu as à dire parce que je vois que tu es en détresse. Et honnêtement, merci de ta confiance. Moi, j'aime bien aussi dire aux enfants, et je te remercie de venir me voir, ou ça me touche que tu partages ce que tu viens de dire. Voilà. Et parfois, je dis, écoute, je sais pas vraiment comment t'aider, je sais pas ce que je pourrais dire pour t'aider, mais en revanche, je suis là pour t'écouter. Ouais, et puis... je crois que des fois, c'est difficile, en fait, pour nous, si on ne fait pas le travail de se dire, tu vois, tu parlais de responsabilité tout à l'heure, mais si on ne fait pas ce travail de se dire, en fait, j'ai pas la responsabilité de trouver des solutions à tout, etc., on redonne aussi à la personne qui est en face de nous, là, en l'occurrence, les élèves, on leur redonne aussi le pouvoir de trouver des solutions par eux-mêmes, d'être autonomes, et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience que c'est difficile pour nous. C'est difficile pour nous d'entendre nos enfants pleurer, d'entendre les élèves pleurer. C'est difficile pour nous d'avoir en face quelqu'un qui est triste. Et du coup, ça nous amène à prendre cette responsabilité et avoir envie de chercher des solutions, proposer des choses et d'aller vite. Des fois, d'aller vite. Alors que si on se repositionne comme médiatrice ou comme juste traducteur ou comme personne comme juste oreille, à l'écoute, voilà, comme oreille, exactement, et ça change notre rapport à la situation, que ce soit dans un conflit ou dans une situation où on aurait un élève qui est triste. Tout à fait. Et toi, je crois que tu as mis le doigt sur un truc qui est très important, c'est que quand j'entends un parent qui dit à un enfant qui vient de tomber « c'est rien, t'as pas mal », là c'est typique, c'est l'enfant il est en train de pleurer, et même si l'adulte pense que c'est pas grand-chose, en fait, de nier le fait que l'enfant s'est fait mal, même si l'enfant il n'a pas super mal, mais il dit si j'ai mal, mais non c'est rien. Ça c'est terrible en fait ce qui se passe là, parce que tu empêches l'enfant de ressentir. Enfin, tu dis à l'enfant en gros ce que tu ressens c'est pas valide. Écoute-moi parce que moi je suis l'adulte donc je sais mieux que toi. Tu n'as pas mal. Donc ça il y a un truc qui va pas, et en même temps je comprends très bien l'adulte qui fait ça parce que c'est tellement dur de voir son enfant pleurer qu'on préférait vite fait mettre un couvercle sur cette émotion. Parce que probablement que le parent a probablement eu peur, donc c'est aussi humain de se dire non, là j'ai eu peur, j'ai pas envie de voir ça, donc si l'enfant t'arrive vite ses larmes, ça ira mieux pour tout le monde. Alors qu'en fait, de dire à un enfant tu t'es fait mal, montre-moi ton bobo. Tu t'es fait mal sur le genou, ah ouais je vois. Rien que de dire ça, en fait ça nous prend pas plus de temps.
Et l'enfant, après, il peut rebondir et dire non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Voilà. On lui redonne l'espace en fait d'exprimer vraiment, vraiment ce qu'il ressent et je crois que je crois qu'on a besoin et de pas nier de ne pas nier ce qu'il ressent. Exactement. Et donc je crois qu'on a besoin, nous en tant qu'adultes et en tant qu'enseignants dans les écoles, de prendre conscience de ça, de prendre conscience de j'ai pas envie de dire de ce travers, mais de cette habitude en fait qu'on a de vouloir vite résoudre. Vite passer au-delà des émotions désagréables. Exactement. Et donc, d'avoir tendance parfois à les nier ou à les occulter, alors que ça ne veut pas dire qu'on va leur faire une place énorme. Non, au contraire, juste laisse-le exprimer sa douleur, sa tristesse à un moment donné, et après, on pourra aller... D'ailleurs, il y a un truc que je fais aussi, et que je trouve important, ça me fait plaisir de le partager ici, c'est quand on est témoin d'une scène comme ça, quand même... Si moi je suis témoin d'un enfant qui tombe, qui se relève, et puis souvent, et en particulier les petits garçons regardent autour d'eux pour voir si quelqu'un les a vus, et puis se retiennent de pleurer, j'aime bien aller vers eux et leur dire j'ai vu que t'es tombé, parce que je reste toujours dans les faits, est-ce que tu t'es fait mal? Et souvent l'enfant il me regarde et je vois que les larmes sont pas loin, il me fait non. et j'aime leur dire mais tu sais c'est ok d'avoir mal, enfin, moi si j'étais tombée comme tu viens de tomber, c'était vraiment tombé fort, donc n'hésite pas à me le dire si tu as mal. Et puis je vois bien que certains enfants, c'est pas dans leurs habitudes de s'autoriser à pleurer pour si peu de choses. Et du coup, ils se retiennent. Mais je me dis, voilà, qu'un adulte leur dise, tu sais, c'est ok d'avoir mal, je pense que ça leur fait du bien d'une certaine façon. Et là, on recroiserait aussi la thématique de l'égalité filles-garçons, mais c'est important aussi de pouvoir... Toi, dans la studie, tu évoquais le fait que les garçons peuvent peut-être avoir tendance à retenir leurs larmes et leurs émotions. Du coup, c'est un petit geste qui pourrait être un petit geste de rien du tout, mais qui peut faire toute la différence. Juste de donner l'autorisation et d'aller voir. Et tu vois, tu as très bien segmenté le truc. Les faits, il s'est passé ça, comment tu te sens ? Est-ce que tu as mal, et ensuite de pouvoir donner cette autorisation, en fait c'est ok d'avoir mal. Moi j'ai quelque chose à rajouter. Après, ce qui est certain, c'est que pour pouvoir écouter l'autre, il faut être en capacité de l'écouter. Et quand soi-même on est un petit peu dépassé par les événements, fatigué, irrité, ou qu'on a nos propres petits soucis, je préfère aussi dire à un enfant, écoute, là je suis désolée, je suis pas en mesure de t'écouter. Vraiment le dire avec des mots très simples. Je vois que là ça va pas, est-ce que ça t'ennuie pas d'aller en parler à l'autre maîtresse? Ça peut m'arriver aussi de dire ça, parce que je sais que si mon écoute elle est pas, si je suis pas à 100%, mon écoute elle va pas être de qualité, et j'ai pas envie d'offrir une moitié d'oreille à quelqu'un. Même exemple, quand un parent est sur son téléphone et que l'enfant vient lui raconter quelque chose, je veux dire, si vous posez pas le téléphone, vous êtes pas à l'écoute. Donc moi, dans ma vie de tous les jours, si un enfant vient me voir et qu'à ce moment-là, je sais que je suis préoccupée par autre chose et que je peux pas l'écouter, je vais lui demander, ça t'ennuie pas si on en parle après la récréation par exemple, ou si ça t'ennuie pas, là je termine ce que je suis en train de faire et juste après je t'écoute. Et ça, je trouve ça important aussi d'être à l'écoute soi, de nos capacités d'écoute. Non, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que ça fait écho avec une conférence à laquelle j'étais la semaine dernière sur le cerveau et l'attention, et où le conférencier, le scientifique, disait qu'une bonne qualité d'attention, c'est pas une attention constante, c'est la capacité à se rendre compte que ton attention divague. Tout à fait. Et en fait, du coup, là, ça me fait le même effet, c'est-à-dire qu'une bonne qualité d'écoute, c'est pas une capacité à être 100% tout le temps à l'écoute, parce que c'est pas possible, mais c'est cette capacité aussi à se rendre compte qu'on n'est pas disponible et à pouvoir le formuler. Là, dans ce que tu dis, c'est se dire... oui, idéalement, il faudrait que je sois 100% à l'écoute. Mais en fait, authentiquement, je ne peux pas être 100% à l'écoute tout le temps. Et juste, plutôt que de faire semblant d'écouter et de renvoyer quelque chose qui sera forcément pas très agréable pour notre interlocuteur, juste d'être capable aussi, en toute authenticité, de dire à l'élève ou à notre copain, etc., là, je ne suis pas en mesure de t'écouter, et comme tu le dis, de proposer une autre solution. Je pense que l'enfant est peut-être en mesure de l'entendre, et il préférera ça que quelqu'un qui fait semblant d'écouter. Et puis c'est une manière aussi de soigner le lien avec la personne. C'est-à-dire, tu vois, tu es important pour moi. Là, tout de suite, je ne suis pas capable, mais crois-moi, dès que j'en ai la possibilité, je t'écoute avec grand plaisir. Ouais, c'est tout simple, mais... c'est tout simple, et on ne nous a pas appris. Ouais, exactement. Évidemment, on ne va pas pouvoir décrypter toutes les situations de conflit, là, mais déjà, dans ce qu'on s'est dit, si on devait déjà retenir... L'essentiel quand on a envie d'écouter quelqu'un qui nous apporte ses problèmes. Donc je dirais reformuler les faits,
sans jugement. Et j'insiste parce qu'on a vite fait de juger sans s'en apercevoir, en disant des trucs genre « Ah oui, ça c'est pas gentil, dis donc ». Préférer à « Ce n'est pas gentil », « Ah oui, ça doit faire mal » ou quelque chose comme ça. Oui, on peut confirmer le ressenti, mais pas émettre de jugement. Je crois que ça, c'est difficile, notamment dur. Pour des enseignants où on est constamment en train d'avoir un avis, d'évaluer, de jauger, etc. Ben là, dans la gestion de conflit, il y a peut-être cet aspect-là qu'on n'a pas évoqué, mais oui, de pouvoir mettre son jugement en suspens, parce que on ne peut pas s'empêcher de juger, mais en tout cas de s'empêcher de le formuler, et de s'autoriser à éventuellement changer d'avis une fois qu'on aura eu les faits. Mais de pouvoir ne pas, comme tu disais, ne pas balancer son jugement comme ça ou ne pas le laisser transparaître alors que tout le monde ne s'est pas exprimé, alors que on ne nous a pas demandé. Retenir son jugement, trouver l'émotion que l'enfant a ressentie ou que la personne a ressentie. Ensuite, aider l'enfant à mettre des mots sur l'émotion qu'il a ressentie. Servir de médiateur pour que chacune des deux parties entende bien ce que l'autre a ressenti aussi. Ouais. Et puis après, on les laisse se débrouiller. Et puis parce que souvent, ils trouvent leur solution tout seuls après ça. Ça, c'est peut-être une des choses qu'il faut vraiment retenir, c'est que, en fait, ce n'est pas forcément à nous, ce n'est même quasiment pas à nous de trouver des solutions. Et si on s'enlève ce poids-là, on change de posture dans toute la gestion du conflit. Et là, du coup, nous, on est là pour faciliter le retour à la communication qui a été brisée entre deux enfants. Quand ils sont en colère, qui se crient dessus, qui se tapent, qui se fâchent, ils ne sont plus en lien avec l'autre. Et donc, nous, on va recréer le lien. Il a ressenti ça. Regarde, il s'est passé ça et toi, tu as ressenti ça. Et parfois, ça aide énormément aussi de dire « j'ai confiance en vous, je suis sûre que vous allez trouver une solution ». Maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Et de les accompagner, là-dedans, exactement. Et c'est vrai que j'ai vraiment confiance en eux. Je suis sûre que vous allez trouver une solution. La plupart du temps, ils étaient copains à 10 minutes en plus. Donc, Moi, j'aime beaucoup le mot que tu as utilisé là, parce qu'on a utilisé traductrice ou traducteur, interprète. Et là, tu viens d'utiliser le mot facilitateur. Et en fait, c'est faciliter la communication. Je crois que s'il y a un truc à retenir... Ou la restaurer. Ou la restaurer. Ouais. Mais, donc, restaurateur, restauratrice. Oui, absolument. Mais c'est ça la posture, en fait. C'est pas la posture du policier. On entend souvent, on dit, on fait la police. Non, on fait pas la police. Non, on fait pas la police. En fait, Et si on se voit en train de faire la police, hop, on fait marche arrière et on s'arrête. Exactement. On s'arrête. Après, il y a peut-être des auditeurs qui vont se dire, oui, quand l'enfant a tapé, il faut bien quand même qu'on lui rappelle les règles. Tout à fait. On peut complètement rappeler les règles, mais dans un 3e temps ou 4e temps. Sur le moment, en fait, on va écouter chacun et ensuite rappeler les règles. Ok, tu as réalisé qu'il avait eu très peur et que ça lui avait fait mal. Donc je te rappelle que taper, c'est absolument interdit à l'école. Et ça, on peut le dire très fermement, mais c'est très bienveillant de dire à un enfant, je te rappelle les règles. Et ça ne veut pas dire que je vais le punir derrière. Je ne veux plus voir ça. On est bien d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on tape. Tu t'en rends compte que ça lui a fait mal. En fait, je crois que aussi ce qui ressort de tout ça, c'est que finalement, cette gestion de conflit là, qui peut paraître un peu lourde pour certains enseignants ou problématique, en fait, c'est une situation d'apprentissage. C'est aussi un moment où on apprend à communiquer, à trouver des solutions, à raconter ce qui s'est passé, à se mettre à la place de l'autre. Et du coup, tu vois, toutes ces postures qu'on a mises sous les noms de facilitateur, interprète, médiateur, traducteur, etc., ce sont des postures enseignantes en fait. Tout à fait. C'est des postures qu'on va pouvoir avoir à la fois en classe et en même temps dans la gestion de conflits. Et moi je crois beaucoup aussi à l'enseignement à travers le modèle. C'est-à-dire que si on montre à des enfants qu'on est capable de gérer un conflit sans s'énerver soi, sans punir, sans crier et qu'on est vraiment dans l'écoute, ça leur donnera aussi les outils pour plus tard écouter ceux qui viendront vers eux. Exactement. Parfois, on entend des choses comme « mais ça va pas, mais tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Voilà, tout de suite, on va culpabiliser l'enfant plutôt que « oh là là, je vois que, dis donc, tu es très en colère. » C'est très différent de dire à un enfant « j'ai l'impression que tu es très en colère » plutôt que de dire « mais ça va pas, non, mais qu'est-ce que tu viens de faire ? Mais tu te rends compte de ce que tu fais ?» Voilà, de culpabiliser direct plutôt que de mettre un mot sur les émotions. Tu es très en colère, l'enfant qui est très en colère, il peut l'entendre. Ça va pas ce que tu as fait, il peut pas l'entendre, surtout s'il est en crise. C'est une autre façon de dire les choses, en fait. C'est la manière dont on parle de ce qui s'est passé. C'est une façon de dire à l'enfant « viens avec moi, rejoins-moi, on va trouver une solution ensemble » et pas « je te mets à l'écart, ce que tu fais c'est juste inadmissible, éloigne-toi de moi ». L'enfant qui est en crise, il a certainement plus besoin de notre attention et notre amour à ce moment-là que notre rejet. Et le rejet, c'est une des pires choses qu'on peut subir en tant qu'être humain.
Donc de dire à un enfant, ce que tu fais, c'est nul, ça va pas, j'arrive pas à croire que tu sois capable de faire un truc pareil, va t'asseoir sur un banc, c'est juste lui rajouter une dose d'inconfort et de tristesse et de colère, alors qu'à ce moment-là, on pourrait lui dire, ok, je vois que tu as pété un câble, que ça va pas du tout, que tu es super en colère, viens, on va trouver une solution pour que ça aille mieux et pour que tu puisses restaurer déjà l'image de toi-même, parce que souvent on se sent pas bien après avoir frappé quelqu'un. Enfin, j'imagine personne qui se sente soulagé à l'intérieur d'avoir fait mal à quelqu'un, même si ça peut soulager physiquement de se décharger. Après, on peut avoir une très mauvaise image de soi-même. Donc les enfants, ils ont besoin aussi qu'on les aide à redorer l'image d'eux-mêmes pour pas qu'ils soient stigmatisés et pour qu'ils puissent se décoller l'étiquette qu'on a vite fait de leur mettre de cet enfant-là est violent, cet enfant-là, il sait pas être avec les autres, cet enfant-là, il est comme ci, il est comme ça. Et ça, c'est un autre sujet, mais quand on juge l'enfant, ah mais dis donc, t'es vraiment pas gentil, il y a de grandes chances pour que cet enfant, il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour avoir des actes qui vont corroborer ce qu'on vient de dire. Donc, comme disait Marshall Rosenberg, les mauvais comportements se renforcent avec les étiquettes. Exactement. Ah oui, je suis pas gentil, ben tiens, tu vas voir, bam. Et c'est des enfants qui vont en plus rajouter le coup de pied à la maîtresse, alors qu'à la base, ils étaient que en train d'embêter un autre enfant. C'est, ben, si c'est ça que tu crois de moi, je vais te montrer à quel point tu as raison. Alors que si on dit à cet enfant, je vois que tu es très en colère, on n'est pas en train de lui dire, t'es pas gentil. On est en train de lui dire, ok, je vais t'aider. Mais juste en t'écoutant. Bon, bah écoute, je crois qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'on pourrait parler du sujet je encore. Je crois qu'on fait partie de ces gens qui pourraient parler d'éducation pendant des heures et des heures sans se lasser. Exactement. Bah, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et puis voilà, je te remercie pour cet échange. Eh bien, un grand merci à toi, ça m'a fait très plaisir. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous l'aurez apprécié. Vous pouvez retrouver Émilie en RAW sur Instagram et YouTube avec ses comptes Qui fait l'école. Vous pouvez également commenter ce commentaire sur les posts dédiés sur les réseaux sociaux ou sur le site mestrucsdeprof.fr. Pensez également à attribuer le plein d'étoiles sur les plateformes Apple Podcasts ou Spotify pour faire connaître le podcast. Et moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. C'est trop chouette. Ouais, c'est trop cool. Je crois qu'on a fait un beau petit tour déjà. Ouais, complètement.